Retour au Midi Actualité avec Jean-Philippe Trottier sur les ondes de Radio Ville-Marie. Il est actuellement 12h34. Nous sommes nombreux sans doute à nous souvenir de Tintin et de ses aventures. Un grand personnage qui s'appelait Charles de Gaulle disait du reste qu'il n'avait qu'un seul concurrent à l'étranger et c'était Tintin, justement. Maintenant, ce héros de bande dessinée a aussi ses critiques qui soulignent ses préjugés colonialistes notamment. C'est le cas de Tintin au Congo qui refait surface régulièrement. Le point avec Mathieu Bock-Côté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors, ça surgit tout le temps cette histoire de Tintin au Congo, parce que ça fait plusieurs années qu'on en parle. Oui, c'est une histoire récurrente dans les sociétés européennes, en Belgique particulièrement, mais pas seulement, en Grande-Bretagne aussi. On cherche, au nom de la diversité, au nom de la protection de la sensibilité identitaire de certaines minorités, pour éviter par ailleurs la diffusion d'idées colonialistes ou impérialistes ou la nostalgie du colonialisme, on cherche soit à interdire Tintin au Congo, ou alors on cherche à l'encadrer d'une préface qui viendrait nous expliquer que nous sommes ici devant un ouvrage haineux. Ou encore, troisième solution, on veut le flanquer avec les BD pour adultes, donc avec les BD porno. Donc, à côté de Vanessa et ses deux amis policiers, on trouvera Tintin au Congo et Cuisse de braise. Mais pourquoi porno? Enfin, ça n'a rien à voir. Non, mais parce que ça devrait être réservé à un public préparé à l'exposition d'idées aussi terribles, une œuvre aussi subversive qui est Tintin au Congo. Alors, c'est une histoire qui, au premier abord, fait sourire, c'est-à-dire, ou même rire aux éclats, c'est-à-dire, c'est quoi cette folie? Mais ce n'est pas qu'une folie, c'est aussi un symptôme, parmi d'autres, de cette tentation de la censure qui est très présente dans la société contemporaine et qui nous amène à revisiter les œuvres du passé à la lumière du politiquement correct d'aujourd'hui. C'est ce qui fait en sorte que lorsqu'on réédite Mark Twain, on en change le vocabulaire. C'est ce qui fait qu'on interdit, par exemple, la diffusion d'une chanson de Dire Straits, sur les ondes canadiennes parce qu'on y entend le mot faggot. C'est ce qui fait en sorte... Qui veut dire homosexuel. Tapette pour le dire ainsi, le mot pont. C'est ce qui fait qu'on veut interdire, qu'on interdit en fait tout simplement en Suisse la présentation d'une pièce de Voltaire consacrée à Mahomet. C'est ce qui fait en sorte que dans notre culture, nous revisitons le passé avec un souci d'épuration pour en liquider les œuvres qui ne cadrent pas parfaitement avec l'idéologie diversitaire contemporaine. Mais Mathieu Bock-Côté, dans le cas actuel de Tintin au Congo, qui a refait surface récemment, les tribunaux ont débouté le plaignant. Avec des nuances. C'est-à-dire qu'ils ont débouté le plaignant, mais qui a annoncé qu'il poursuivrait sa lutte devant les instances européennes. Ce qui n'est pas rien, parce qu'il ne faut jamais oublier qu'en Europe, la souveraineté nationale est sous la tutelle du droit de l'homisme européen. Par ailleurs, il y a déjà eu des succès autour de Tintin au Congo, en Grande-Bretagne par exemple, où on présente l'ouvrage avec une préface explicative pour bien nous avertir du contenu de cette œuvre. Alors, la question n'est pas de savoir si Tintin au Congo porte des préjugés colonialistes. Bien évidemment, c'est une œuvre qui vient d'une autre époque, qui relaie la vision du monde d'un autre temps. La question est plutôt de savoir si chaque œuvre qui nous vient d'hier doit être javelisée. Doit être javelisée, justement, doit être présentée finalement avec précautions multiples, comme si le passé finalement était un passé qui tâche. Ça nous rappelle par ailleurs le rapport à la conscience historique des sociétés contemporaines, soit nous oublions... Oui, bien sûr, occidentale. Soit nous envisageons le passé simplement pour l'oublier, c'est l'oubli du passé, ou alors nous le rappelons simplement pour le détester, c'est la pénitence. Il me semble surtout que comme on a le sens du passé beaucoup plus fragile aujourd'hui, ces revendications peuvent se glisser encore plus facilement que notre connaissance historique est de plus en plus faible. Oui, très juste. C'est-à-dire, les œuvres ici premièrement, ne sont plus des œuvres. Elles sont réduites à des symboles d'idéologie du passé. Donc, il n'y a plus d'œuvres à partir de là. Ces œuvres n'existent qu'en tant que support idéologique. Appelez-vous œuvres, Mathieu Bock-Côté. C'est-à-dire, simplement, pensons aux grandes œuvres. Oui, aux grandes œuvres, mais même aux petites, peut-on dire. Mais pensons aux grandes œuvres. C'est-à-dire, imaginons qu'on décide, à partir de cette logique, comme quoi nous devons censurer les œuvres qui nous viennent d'hier ou d'avant-hier, et qui ne cadre pas avec les valeurs contemporaines, doit-on censurer Aristote qui faisait une défense de l'esclavage? Doit-on censurer Marchand de Venise de Shakespeare parce qu'on y vient à la représentation caricaturale d'un juif usurier? Sherlock, hein? Doit-on
même jusqu'à se tourner vers les bourgeois de Brel, parce qu'il traite quand même les bourgeois de cons. Est-ce qu'on doit interdire... Oui, très juste. Alors, est-ce qu'on doit se tourner vers les œuvres avec cette mentalité d'épuration, cette mentalité de purge, et présenter du passé une version lisse, aseptisée, qui ne serait rien d'autre qu'une pédagogie droit de l'homiste nous conduisant vers un aujourd'hui radieux? Mathieu, ma question là-dedans, c'est qui définit la haine? Qui est l'ultime instance pour dire que ceci est haineux, cela c'est juste un désaccord? Ah ben ça c'était très très juste. C'est une question très intéressante. Si on le fait si on le décrit de manière assez objective dans les sociétés contemporaines, la définition de la haine se fait à la rencontre d'un grief et d'une bureaucratie. Il y a les mouvements identitaires de plus en plus nombreux, vous savez, les lobbies identitaires qui prennent un segment d'identité, qui l'idéologisent, le politisent, et se présente dans l'espace public en disant « je suis victime de discrimination ». Donc j'ai tous les droits. Et lorsqu'on me critique, oui voilà, donc j'ai tous les droits. Et lorsqu'on me critique, eh bien, on ne critique pas seulement mon comportement, mes idées, mes idéaux, on me critique fondamentalement. C'est un discours qui vient nier la légitimité même de mon existence, donc on me nie, donc on me hait. Ce discours est relayé par la bureaucratie droit de l'homiste, pour le dire ainsi. Donc, les nombreuses commissions de droit qu'on rencontre un peu partout aujourd'hui, c'est le paradoxe. C'est orwellien, ça. Commission de droit, dont la principale fonction est de diffuser la censure. Donc, et là, on a ces bureaucraties qui multiplient finalement pas qui multiplient, je dirais, qui étendent le domaine des propos haineux. Donc, toute une série de propos qu'il y a 15 ans, qu'il y a 20 ans, auraient passé dans la culture comme étant à la rigueur grivois, maladroits, mal intentionnés tout simplement, cyniques, méchants, amusants, sont désormais classés sous signe de l'appel à la discrimination et du propos haineux. Ça me rappelle ce que vous dites, Mathieu Bocoté. Vous vous souvenez de Girard, le caricaturiste de la presse? Dans les années 70, il y avait le mouvement féministe qui était très en plein essor au Québec, et il caricature. Il y a une femme une féministe qui prend le podium et qui dit le mot con désignant un organe féminin, etc., est utilisé à des fins absolument épouvantables. Nous ne dirons plus désormais continuons le combat, mais zizitinions le ziziba. Vous n'étiez pas né, je pense. Non, je n'étais pas né. C'était un drôle. Zizitinions le ziziba. Voilà, je pose cette question assez intéressante. Oui. Imaginons la même caricature aujourd'hui. Oui. Je fais la prévision suivante. Nous sommes devant un scandale. Il se fait coffrer, oui. Ben oui, bien sûr. Dans certains pays, on devrait le mettre en prison. Dans d'autres, on le ferait perdre son travail. Il devrait faire des excuses. Il devrait faire pénitence. On pourrait appliquer ça plus largement. Pensez simplement aux humoristes. Rock et Belles Oreilles et les Bleus Poudres, des groupes humoristiques des années 80-90 qui étaient drôles, mais drôles. Revisiter leur œuvre aujourd'hui, serait-elle simplement possible? Non. Parce que les interdits sociaux se sont, radicalisés, figés, se sont multipliés, ce qui fait en sorte finalement que le seul domaine où il est encore possible de faire de l'humour aujourd'hui, c'est le domaine de l'intime, des relations entre les hommes et les femmes, les domaines de l'intimité quelquefois la plus insignifiante, hélas. Mais la société, elle, se dérobe à l'humour. Et surtout, les principales cibles seraient les hommes de culture blanche, de culture chrétienne, de culture de foi chrétienne, de race blanche, et eux sont les seuls sur lesquels on peut taper. Oui, le mâle blanc dominant, lui, on peut s'en moquer. Parce que c'est le seul dont on peut se moquer, finalement. On peut le caricaturer grossièrement, violemment, et soit dit en passant, je m'en réjouis. Je me réjouis qu'on puisse rire de manière tout à fait cruelle, méchante, amusée. Mais pas uniquement sur lui. Mais bien voilà, c'est-à-dire l'hétérosexuel, l'égalité entre tout le blanc, monde, dominant, appelons-le comme on veut, là, on doit pouvoir en rire méchamment, cruellement, mais on ne doit pas lui réserver le rire. Le rire dans nos sociétés devrait pouvoir, si je peux me permettre, s'administrer, la moquerie devrait pouvoir s'administrer à tout et chacun sans être enfermé dans des catégories idéologiques. En fait, vous êtes égalitariste par le rire. De ce point de vue, c'est-à-dire que personne ne devrait avoir le droit de se dérober aux moqueries. Ça nous ramène même presque une question qu'on a déjà traitée ici, la question du droit au blasphème. Ah là, on n'est pas d'accord, vous et moi, là-dessus. Ah non, mais moi, qu'il nous soit possible aujourd'hui de blasphémer, ça fait quand même partie du registre de des libertés les plus fondamentales. Mon désaccord avec les croyances d'un autre ne devrait pas, le respect que j'ai pour un autre ne devrait pas m'empêcher de me moquer de ses croyances, ne devrait pas m'empêcher même de ridiculiser ses croyances si je le souhaite, parce que sinon, si je n'ai pas le droit de me moquer et de ridiculiser ses croyances, eh bien, c'est que je donne aux fanatiques le droit de distinguer le permis et ce qui ne l'est pas dans l'espace public. Et vous voyez pourquoi, de Tintin au Congo, à Rock et Belles Oreilles, en passant par le droit au blasphème, c'est une même question très politique
qui se pose, celle de la liberté d'expression, de la liberté de conscience, du rapport aux œuvres dans une société qui a la tentation de la congélation autoritaire. Mais Mathieu Bocoté, je soupçonne quand même chez vous une tentation également un peu d'abstraction. Parce que liberté d'expression, très bien, mais c'est une question de dosage. Prenez Mein Kampf, par exemple, qui a l'ouvrage de Hitler, okay, qui fait grincer beaucoup de monde, n'est-ce pas, notamment les Juifs, évidemment. Comment, si je suis vos propos, je devrais dire, allez-y, publiez ça, que tout le monde le lise. Non, je ne dirais pas. C'est une mauvaise formulation de la chose. Je constate par ailleurs qu'en Allemagne, en ce moment, il y a eu tout un débat pour savoir si on devait le rééditer ou non. Oui. Mais ne serait-ce, par exemple, qu'au niveau de la connaissance historique. Oui. Pour comprendre cette abomination, cette rencontre tout à fait singulière dans l'histoire, qui est celle de la barbarie sanguinaire et du raffinement scientifique et technologique qu'est le nazisme. Il faut jamais oublier ce que c'est la Shoah. C'est l'industrialisation de la mort. Je ne parle pas de la Shoah, je parle de Mein Kampf. Non, mais pour comprendre la Shoah, oui, il faut comprendre les origines idéologiques du nazisme. Il faut comprendre les textes qui marquent l'histoire du nazisme. Eh bien, comment peut-on, par exemple, sur cette question, étudier le régime hitlérien si nous ne pouvons pas étudier les œuvres qui l'ont, dans ce cas-là, le mot neuf n'est pas approprié, disons les textes qui l'ont inspiré. Et c'est assez particulier quand même cette idée comme quoi, lorsqu'on décide d'étudier un phénomène historique, certains textes ne devraient pas être accessibles. Et j'insiste là-dessus. Pour comprendre, et d'ailleurs c'est assez important de le dire, pour comprendre la folie sanguinaire, totalitaire du nazisme, on ne peut pas la comprendre sans se tourner vers la démence d'Hitler lui-même. Eh bien, comment peut-on comprendre la démence de ce psychopathe de masse si on ne va pas lire le texte dans lequel il avait annoncé bien avant d'arriver au pouvoir, où il avait annoncé son intention d'extermination. C'est quand même assez intéressant ça. Il avait annoncé dès Mein Kampf ses intentions exterminatrices. Eh bien, relire ce livre aujourd'hui, ça nous permet de voir comment les sociétés occidentales, par exemple, à un certain moment, ont fait preuve d'aveuglement devant un tyran qui avait annoncé son programme. Revenons à Tintin au Congo, alors, avec votre argumentation également. Il y a une continuité entre Mein Kampf et la Shoah, d'après ce que vous dites. Je résume. Oui. Mais est-ce qu'on ne peut pas trouver une continuité entre Tintin au Congo et le fait que beaucoup de Congolais, du Congo belge, ont été massacrés, ont été tués parce que c'était de la piétaille qui ne servait pas à grand-chose, si ce n'est à porter du caoutchouc ou d'ici ou du ça. Non, parce que c'est à ce moment-là que... Bien sûr, personne n'a la nostalgie du colonialisme, mais la question est de savoir distinguer néanmoins entre une bande dessinée et un livre haineux de la part du génocidaire en chef du 20e siècle. Alors, je reviens à ma question. Donc, qui définit la haine? C'est à ce moment-là que l'exercice du jugement est indispensable. Et qui définit le jugement et sa valeur? Alors là, la pire chose à faire dans notre société, je dirais, ce serait de confier à des autorités constituées la responsabilité de distinguer ce qui est bien et mal en la matière, la culture, le sens commun, le bon sens, le dialogue, les convenances démocratiques, toutes ces choses qui s'appellent finalement la vie en société, devraient nous permettre de distinguer premièrement entre l'indécent et l'interdit, oui, deuxièmement entre le permis et l'encouragé, et autour je dirais, avec ces notions qui balisent le domaine de la liberté d'expression, eh bien c'est à partir de là que nous devrions réfléchir et savoir si nous devons censurer ou non une œuvre. Mais je reprends ma réflexion. Si Tintin au Congo, alors pourquoi pas Le Marchand de Venise? Pourquoi pas Aristote? Pourquoi pas... Les livres de la jungle aussi. Oui, bien sûr. Pourquoi pas toutes ces œuvres, tous ces textes, tous ces livres qui témoignent d'une époque qui n'est plus la nôtre, que nous ne comprenons pas nécessairement, mais que nous aurions tort, dans les cas que j'ai mentionnés, de réduire à une caricature idéologique, celle qu'on veut bien faire aujourd'hui. Moi, je crois qu'une civilisation, une société est d'autant plus forte qu'elle sait cultiver le sens des œuvres en les revisitant chaque fois, en sachant que leur capital de sens est inépuisable. On retourne vers une œuvre, on y découvre quelque chose de neuf. Si aujourd'hui on se tourne vers Aristote pour n'y voir finalement que ses propos sur l'esclavage, sans voir toute la réflexion sur la démocratie, la cité, la citoyenneté, le politique, eh bien, c'est parce que manifestement on a des obsessions idéologiques étranges. Sans doute. Mais votre réflexion est intéressante, Mathieu, mais elle me laisse quand même sur ma faim pour... Ma question, c'est toujours, qui est l'instance ultime pour dire le bien et le mal? Et on arrive forcément à une question métaphysique. Vous dites c'est l'habitude, c'est la démocratie, c'est la vie dans la cité, en société, le jugement, la culture, tout ça. Mais qui, à la fin, est capable de dire, voilà une bonne cité, voilà... Mais est-ce que votre question est morale ou politique?
Parce que c'est la question. Vous savez quoi, c'est le fond de notre désaccord. Oui, parce que le qui, est-ce que c'est un qui a un pouvoir légal ou non? Mais est-ce que le légal est indexé au moral? Mon Dieu, à tout le moins, il doit y avoir une distance entre les deux. Mais la question que je veux savoir, c'est si le qui dont vous me parlez, il a le pouvoir de censure légal. Est-ce qu'il peut appeler la police pour dire... Non, pour moi, non. Bon, alors, si votre qui en question n'est qu'une autorité morale, métaphysique, spirituelle, religieuse, j'en sais rien, mais il n'a pas le pouvoir d'appeler les flics pour dire « mettez ce type en prison parce qu'il vient de commettre un crime en publiant ce livre », eh bien, à chacun le droit de reconnaître les autorités métaphysiques qui lui plaisent. Mais c'est la guerre civile alors, dans ce cas-là. Parce que chacun a son Dieu et puis on se tape là-dessus les uns sur les autres. Non, Mon Dieu est plus fort que le tien, etc. C'est justement pour ça qu'on a distingué dans l'histoire le politique de la morale. Le politique moderne se constitue sur l'idée qu'on ne doit pas instituer une religion et que l'autorité civile est finalement plus forte que les autorités religieuses et que si les autorités religieuses sont en droit de se faire valoir sur le plan de l'intime, du social, de la morale, elles ne sont pas en droit de s'instituer politiquement sur le mode de la religion d'État. Le politique est justement là pour consentir une forme de neutralité métaphysique. Le politique n'a pas à trancher en dernière instance, sauf pour ce qu'on pourrait appeler les codes naturels de la civilisation, le meurtre, le vol et ainsi de suite. Le politique n'a pas à s'instituer en tribunal moral. Et vice-versa non plus. J'espère que non. Une société démocratique est une société qui... C'est d'ailleurs la formule de Claude Lefort qui parle qui est philosophe politique français, actuel, mort, mais assez récent néanmoins, qui disait du politique qu'il était constitué sur une forme de vide métaphysique. Le politique ne donne pas une réponse définitive à la question du bien et du mal. Ne donnant pas une réponse définitive, il ouvre la discussion publique pour savoir ce qu'est le bien et le mal, et pour savoir ce qu'est le juste et l'injuste. Et le politique démocratique est constitué sur cette indécision fondamentale sur ce qu'est le juste et l'injuste, ce qui ne veut pas dire qu'en dernière instance, la réflexion sur le bien et le mal doivent être évacuées. Mais on ne peut pas rassembler sous une même autorité le politique et le moral sans d'un coup dénaturer l'un et l'autre. Mathieu, c'est extraordinaire. À partir d'une bande dessinée, on arrive à avoir une discussion extrêmement songée, profonde. Et il faudra peut-être y revenir un jour. Parce que c'est le plaisir de Radio Ville-Marie. C'est le plaisir de Radio Ville-Marie. Hein. Mathieu Bocoté, merci infiniment. Donc, on parlait de Tintin au Congo, est-ce qu'il faut l'interdire ou pas? Voilà.